Et voilà, nous voilà donc au grand rendez-vous, sinon l'un des rendez-vous importants de tous les soirs sur ETélé, c'est bien sûr la chronique politique avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Théodule, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir François-Xavier Noumont. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Voilà. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui, ce mercredi 29 septembre, réunion au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises, des projets de loi qui ont été transmis à l'Assemblée nationale. Celle qui retient notre attention, est bien sûr, concerne deux lois. Il s'agit donc de cette loi portant examen et vote de projet de loi qui porte sur les dispositions, attention, qui porte sur les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection de la femme en République du Bénin. L'autre loi transmise à l'Assemblée nationale concerne donc le projet de loi portant code de l'administration territoriale. Nous allons d'abord nous intéresser à la première loi qui parle des dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Agapite Napoléon Maforican, voilà, les choses sont allées très vite et le chef de l'État, en envoyant cette loi devant l'Assemblée nationale, donne la preuve qu'il veut donner bien sûr du contenu à la protection de la femme et à sa promotion. Agapite Napoléon Maforican. Vous ne connaissez pas si bien dire. On peut dire que le gouvernement ou le chef de l'État, en tout cas, le gouvernement et le chef de l'État ont joué l'acte à la parole parce qu'il y a à peine une semaine que nous évoquons ce projet de loi et à peine une semaine que le chef de l'État a rencontré les députés après l'avoir rencontrer les maires, rencontrer les députés pour leur parler quand même de son initiative, donc de poursuivre dans son souhait, sa volonté d'asseoir l'autonomisation de la femme sur un certain nombre de bases solides. Après l'avoir remis en charpente, ou remis en selle l'Institut de la femme en la dotant de nouvelles prérogatives, dont celle d'ester en justice. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement lui donne d'autres moyens, les moyens juridiques, les moyens de droit, non seulement à cet institut, mais également à la femme. Et vous comprendrez, vous l'avez suivi, que ce projet qui est déposé notamment, n'est pas un projet nouveau. En réalité, il renforce et il complète l'arsenal qui existait. N'oubliez pas qu'il y a déjà une loi de 2006 qui porte répression du harcèlement sexuel. N'oubliez pas que le Code de la famille de 2004 aménage un certain nombre de dispositions en faveur de la femme. N'oubliez pas que le Code pénal, le Code de procédure pénale, sanctionne déjà un certain nombre de comportements. Aujourd'hui, ce texte revient complète cette disposition qui existe, mais les modernise, les actualise. Et donc, contrairement à ce que certains peuvent dire, certains peuvent croire en disant que bon voilà, c'est encore une loi de plus. Non, c'est une loi qui renforce l'arsenal existant, le complète, le modernise et donc rendre plus, son vote rendra la femme beaucoup plus autonome et plus, en tout cas, lui donnera beaucoup plus de moyens de s'autonomiser et donc de se manifester, de s'éclore dans la société sans craindre nécessairement les pesanteurs, notamment liées aux gens. Très bien. Oui, contrairement à ce que certains pensent, il y a que dans cette loi, il est défini des mécanismes de prévention, de détection et de répression des infractions basées sur le genre, et ce qui veut dire quoi, à la longue, des modifications seront apportées donc au code, je dirais, au code pénal, au code de procédure pénale et à la loi sur l'embauche, etc. Beaucoup de modifications qui interviendront. Non, c'est-à-dire que, c'est un peu ce que j'expliquais, cette loi, puisque c'est une loi, c'est une loi actuelle peut compléter des lois antérieures. Et oui, en cas de conflit, c'est la loi actuelle qui passe. Hein, dans la hiérarchie des normes, à loi égale, à loi de niveau égal, en cas de conflit, la disposition de la loi nouvelle emporte dans la mesure où elles sont censées avoir tenu compte de l'évolution du temps. À partir du moment où c'est pas une loi qui est supérieure à l'autre. Si on a entre la loi constitutionnelle, la loi organique, la loi ordinaire, la loi simple, donc il peut y avoir, là il y a une hiérarchie. Mais en termes de loi ordinaire, lorsque les dispositions nouvelles apparaissent, elle l'emporte sur les lois précédentes. Alors, que ce soit la loi sur l'embauche,
que ce soit le code de la famille, que ce soit le code pénal comme le code de procédure pénale, tout ça c'est des lois. C'est des lois. Donc la loi nouvelle emportera sur ces lois dès lors qu'elle compléterait, elle modifierait, elle ennuierait des dispositions. Je pense que ce texte mérite d'être connu, d'être divulgué et d'être assimilé par toutes les couches sociales pour pouvoir joindre déjà à ce qui a existé jusque-là, pour que chacun puisse comprendre le nouveau mécanisme donc, de protection de la femme. Vous avez parlé donc de répression et de prévention. Donc, d'abord de prévention, détection, prévention et répression. C'est important, les 3 étapes donc, que vous avez citées. Oui, les 3 étapes à citer, oui, parce que vous l'avez dit tantôt, Agapit Napoléon Maforican, qu'il faut passer à la sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser pour qu'on ne tombe pas dans d'autres situations. Non, je voudrais arracher. Non, la sensibilisation a déjà eu lieu beaucoup de fois. La sensibilisation a déjà eu lieu beaucoup de fois. Je pense que c'est la répression qu'il faut. Seulement, bon... Il y en a qui estiment que la sensibilisation n'est pas suffisante et que voilà, on continue de dénoncer des faits. Non, dans le cas d'espèce, personne ne peut ignorer qu'il ne faut pas harceler une femme. Personne ne peut ignorer qu'à partir d'un certain âge, qu'en dessous d'un certain âge, on ne doit pas avoir affaire à des actes, on va dire, intimes avec. Et pourtant, donc personne ne sait. Mais je pense que l'Institut national de la femme, au-delà de tout ce qui est publié aujourd'hui, son rôle aussi, c'est de garder cette veille constante par le biais de l'éducation, ainsi de suite. Mais comme le consultant le disait, on aurait intérêt à bien lire ce qui est en train de se mettre en place. Il y a une nouveauté, on parlait du code pénal, du code de procédure pénale, de la loi sur l'embauche. Dans cette loi, on annonce la création d'un fichier national. C'est quelque chose de foudroyant. Parce que en France, on appelle ça, ou aux États-Unis, on appelle ça un fichier de délinquants sexuels. Voilà. C'est-à-dire que quand ça va se passer, on va vous condamner, on va l'inscrire dedans. Et ça vous suit, je pense que c'est 30 ans en France, ça vous suit toute une bonne partie de votre vie. Donc pour un employeur, le réflexe peut-être serait de, bon, est-ce que Tatampillon a son nom par hasard dans le fichier des délinquants sexuels? Il y a beaucoup de choses. En fait, ça a une conséquence foudroyante. Donc, et c'est un moyen de dissuasion énorme, sans nul pareil. Donc je pense que là, on est passé à une étape supérieure de la lutte, de cette lutte contre les violences faites aux femmes, et pas seulement. Là, on parle en même temps aussi de pédophilie, on parle de beaucoup de choses en même temps. Et peut-être, comme on en parle moins souvent aussi, des violences faites aux hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se font harceler. Donc, on aura intérêt à regarder de près ce code, parce que ça, on est quelque peu à un tournant, et ça risque, je pense que on devrait sortir, parce que la société a pu parfois, sauf en des temps spéciaux, on traite souvent ces sujets avec banalité, et ça pourrait avoir des conséquences terribles sur ceux qui se mettent en marge de la loi. Très bien. Vous l'avez dit tantôt, Agapit Napoléon Maforican, oui, il y en a qui estiment que oui, la criette en a déjà de trop et qu'il faudrait penser à autre chose. Mais la loi a prévu une chambre qui sera créée pour gérer ces types d'affaires concernant ces répressions, ces infractions sur la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on transforme les violences basées sur le genre comme une sorte de terrorisme. Parce que la criette, c'est la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors donc, les violences basées sur le genre ne sont quand même pas des crimes. Enfin, c'est pas des infractions, c'est pas assimilable à une infraction économique. Donc, du coup, il reste de l'autre côté. Ça veut dire que c'est assimilable au terrorisme. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment peut-être que les députés réfléchissent beaucoup sur cet arsenal-là. C'est vrai qu'on a vu le succès de la criette et on veut déjà très vite l'ancrer le texte là-dessus. Et créer une psychose peut-être dans la psychose une réticence. Mais pourquoi pas ne pas créer un tribunal social? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est nous, c'est notre loi, c'est le Bénin. Il y a une loi sur l'organisation judiciaire, sur la structuration. Donc, moi, je pense qu'au lieu d'arrimer ce texte, donc de loger la répression à la criette, pourquoi ne pas carrément un tribunal social qui s'en occupe clairement? Ça veut dire
dit quoi, on aurait encore une autre cour spéciale. Mais pourquoi pas, si notre solution, si la solution, la modernisation de nos mœurs, c'est l'évolution de notre société, si ça doit passer par ce type de juridiction spéciale, pourquoi ne pas les avoir? Donc, pour moi, Criette, une autre cour, moi j'opterais, je ne suis pas député, c'est qu'on analyse des situations, donc, de la conception au vote de la loi, peut-être mon avis ne compte pas trop, mais si j'avais un avis à donner, je pense qu'au lieu qu'on loge cette structure à la Criette, qui en a déjà, à mon avis, qui en a beaucoup, et qui ne va pas dans ce secteur encore. Alors, le loger, c'est déplacer des magistrats vers là, c'est rentrer dans une nouvelle dynamique de réflexion. Parce que la question de harcèlement, la question de violence basée sur les gens, là, n'est pas facile à gérer. Nous sommes dans l'élément moral compte beaucoup. Il faut aller chercher les preuves ailleurs que dans du matériel. Or, en matière de crime économique, en matière de terrorisme, l'élément matériel est beaucoup plus palpable. Vous l'avez volé, il y a un audit, il y a une inspection, il y a un contrôle. Il y a des armes, il y a des drogues, il y a des stupéfiants. C'est beaucoup plus pratique. Mais vous m'avez harcelé, vous m'avez menacé, mais ça peut manquer de preuves palpables. Et donc, il faudrait un autre mécanisme, il faudrait une autre psychologie, il faudrait un autre état d'âme, il faut un autre type de magistrat, parce que pour des lois spéciales, il faut des magistrats spéciaux. Autrement, on va rentrer dans une sorte de mimétisme psycho-juridique et je crains qu'on puisse ne pas atteindre les objectifs. Aujourd'hui, l'imbroglio à la face, quand même, est une situation qui mérite quand même d'être décodée. Parce que lorsque vous prenez ce dossier, c'est vrai, il y a une instruction, n'est pas terminé, mais quand vous le prenez, franchement, il y a quand même beaucoup de choses à redire, à dire là-dessus. Donc, le principe de protéger la femme ne peut pas ne pas être accepté par tout le monde. La volonté du gouvernement d'atteindre ces objectifs ne peut pas en douter, et on doit le saluer, d'autant plus le saluer que ça fait partie des éminemment social dont nous parlons. Oui. La femme est un socle de la société, et sans elle, quelle société pourrons-nous bâtir? Où pouvons-nous aller en termes de développement sans l'implication active des femmes? Ça, c'est une évidence. Comment le tissu familial peut-il exister, se solidifier, fonctionner et bâtir l'homme de demain s'il n'y a pas une femme en dessous? Donc, il est évident que le mental de la femme, son bien-être, son autonomisation compte énormément, et le nouvel ordre sur lequel nous évoluons est à saluer. Cela dit, il faudrait également que ceux qui sont chargés, surtout du côté répression, soient vraiment des personnes aguerries. Et il ne s'agit pas de maîtriser le droit. Je pense qu'il y a d'autres qualifications, d'autres compétences comme la psychologie, la sociologie, l'histoire, un certain nombre de mécanismes qui méritent donc qu'on doit pouvoir avoir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être scruter ce qui se passe ailleurs et peut-être innover en ayant, à mon avis, une juridiction spéciale où des magistrats spéciaux sont formés et outillés pour pouvoir démêler ce type de chevaux. Oui, mais est-ce que c'est pas en voulant atteindre cet objectif, aller sur le terrain que vous venez de décrire, que le gouvernement a renforcé l'Institut national de la femme et au sein de cette loi, cet institut du moins pourra se constituer en partie civile pour défendre les femmes et aller sur ce terrain que vous venez de proposer? Non, et là, c'est un autre volet. Ça, c'est toujours renforcer les femmes. C'est toujours renforcer, non seulement renforcer, mais les assister, les accompagner. Parce que beaucoup sont peut-être analphabètes, beaucoup n'ont peut-être pas le courage, beaucoup n'ont même pas les moyens d'aller vers la justice. L'Institut peut donc jouer ce rôle, l'Institut peut les accompagner, l'Institut peut aller avec eux. Donc, je pense que le rôle de l'Institut est encore pas. Je pense qu'il va falloir peut-être en parler de manière spéciale, parce que ça, c'est une autre... C'est une avancée énorme. Et ça fait partie de l'ensemble des pratiques, des actions du gouvernement dans le cadre donc de l'autonomisation des femmes et de la modélisation de leurs conditions de vie et d'existence. Je parlais tantôt des lois, des avancées dans les lois précédentes, le code de la famille, la loi contre les violences faites aux femmes, la loi, notamment ces deux lois.
Et aujourd'hui, le code de procédure pénale, aujourd'hui, lorsqu'on voit les réformes faites, d'abord au niveau de la Constitution, avec la discrimination positive, qui permettra désormais, en 2023 par exemple, d'avoir systématiquement 24 femmes à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire une femme obligatoirement par circonscription électorale, non comptabilisable dans le quota des 83 députés. Ça veut dire que nous aurons au minimum 24 femmes. Et bien au-delà, parce que c'est sûr qu'il y a des partis qui amèneront des femmes à l'Assemblée. Ce sera la première fois dans l'histoire du Bénin que nous irons à ce niveau-là. Et ça, c'est les réformes du gouvernement en la matière. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, aujourd'hui, avec la réforme au niveau de l'Institut de la femme, la nomination de la présidente et du secrétaire permanent ou exécutif, lorsqu'on quitte là, et maintenant, l'action législative qui se met en place, et qui permettra d'outiller, d'opérationnaliser du point de vue du droit la politique, la nouvelle politique donc de détection, de répression, de prévention et de répression donc de cette violence. Je pense quand même que il y a le socle est suffisamment en place. Ce qui compte, c'est ce que je parle. Donc, l'Institut de la femme participe de ce dispositif qui renforce cette volonté donc de magnifier et sans doute de rétablir la femme dans son cadre cohérent, dans son cadre adéquat d'évolution tranquille. Alors, cela dit, ce dont nous parlons, peut-être qu'on ne va peut-être pas viser aujourd'hui, c'est la question donc de l'ancrage de la répression. À mon avis, comme je l'ai dit, il me semble que le loger à la criette, c'est peut-être la première idée possible, mais je pense qu'on peut peut-être réfléchir à une cour spéciale. C'est un dossier complexe, c'est compliqué, et c'est un sujet dense, large, qui nécessite d'autres types d'enquêtes de moins. Donc, à mon avis, avoir une cour spéciale sur les questions, notamment basées sur le genre et sur les crimes d'ordre social ou sociétal, je ne sais pas, du genre comme je ne sais pas, l'inceste, comme la chaîne, comme la pédophilie. Voilà. Donc, je pense que lorsqu'on rentre dans ces genres de secteurs, là également, on aurait travaillé nécessairement, non seulement à asseoir la libération de la femme du point de vue pesanteur sociologique, mais on aurait fait beaucoup pour le bien-être de la famille. Très bien, merci François Xavier Noumon. C'est pertinent ce que dit le consultant politique, d'autant plus que nous risquons, si on y prend garde, de tomber dans des travers, dans des accusations qui n'auraient pas de fondement juste et de preuves. Parce que là, il faut apporter les preuves. D'où la spécialisation des corps qui seront chargés de gérer ce type de dossier, à commencer par les officiers de police judiciaire, parce que c'est un métier complètement à part. C'est un métier complètement à part, et de leurs défaillances peuvent mettre à mal tout le processus, parce que le juge ne travaille qu'en fonction de ce qu'il a comme élément de preuve sur la table. Et on a vu dans les grands pays que c'est quelque chose de très, 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 très difficile qui peut donner lieu à des situations cocasses. Par exemple, il y a eu un cas en France récemment où une femme qui était en situation de violence, de violence par son conjoint une fois est allée porter plainte. Les OPJ ont jugé qu'il ne fallait pas activer le mécanisme mis en place. 2 jours après, on a retrouvé morte encore sous les coups de ce même individu, alors que son nom était dans les fichiers. Et l'IGPN, la police des polices, en ayant fait les enquêtes, s'est rendu compte que l'un des OPJ qui a traité le dossier, lui aussi, il était déjà sous le coup de violences faites aux femmes. Donc, on peut avoir lieu à des situations comme ça. La pesanteur sociologique est importante parce que nous sommes dans un contexte patriarcal. D'abord, on ne prend pas souvent très au sérieux ce type de plaintes. Donc, c'est tout un formatage, c'est toute une spécialisation des corps qui auront à travailler là-dessus parce que leur rôle importe beaucoup. Le consultant parlait des psychologues, des sociologues. Je pense que c'est un tout qu'on doit mobiliser si on veut vraiment que ce qui est en train d'être mis en place soit couronné de succès. La libération de la parole, oui, mais dans un cadre quand même assez précis et contenu pour qu'on n'en arrive pas à des déballages comme les affaires type MeToo qu'il y a eu ces 2 dernières années où
on met tout et n'importe qui en pâture, quitte à ce que la justice a déjà assez de travail. Donc il est important que les corps spécialisés soient assez outillés, comme dans le terrorisme d'ailleurs, comme dans les crimes économiques, que ce soit une des spécialisations claires qui permettent aux officiers de police judiciaire de faire convenablement leur travail. Merci à vous. Et nous allons aborder le second sujet. Ça concerne bien sûr l'autre loi transmise à l'Assemblée nationale pour examen et vote ce projet de loi qui concerne le code de l'administration territoriale. Et oui, il est clair, le chef de l'État l'a suffisamment expliqué aux députés aujourd'hui devant eux, puisque la plupart d'entre eux ont été chefs d'arrondissement, maires, etc. Et donc, ils comprendront que oui, c'est clair, il y a eu insuffisance comme par le passé. Ce qu'on avait fait par le passé ne répondait à rien. Non, il ne répondait à rien, non, ça répondait. Au moins, ça nous a permis de voir les dysfonctionnements. Voilà, merci. Donc, du coup, voilà, on a déjà beaucoup parlé de ce test, puisque quand le président l'a rendu public il y a une semaine, on l'a suffisamment commenté. Ce que je peux dire, c'est que, franchement, il fallait bien que cela intervienne, dans la mesure où tout le monde est d'avis que la décentralisation a du plomb dans l'aile. Tout le monde a vu. J'ai lu des diatribes et d'autres types d'illuminés sur la question. Et je me dis, oui, ils ont raison peut-être. Ceux qui pensent que c'est une réforme qui remet en cause la décentralisation, qui n'est pas bien pensée. Oui, on les comprend parce qu'ils font partie de ceux qui avaient préparé les textes actuels. Et donc, c'est normal qu'ils défendent leurs choses. Mais ça me rappelle un peu le débat sur les positions de la Cour constitutionnelle, qu'une certaine catégorie de jurys de haut niveau, notamment publics, avaient commencé par ériger. Pourtant, nous sommes sur une nouvelle dynamique. Donc, c'est pour dire quoi? Que certains pensent que la société est stable, est statique, et que les pratiques devraient l'être. La loi, c'est la volonté politique manifestée et concrétisée par une majorité au Parlement, dans une dynamique, dans une vision qui est la sienne au moment où la loi est votée. Dans le cas d'espèce, l'orientation nouvelle qui est donnée à la décentralisation résulte donc de la volonté du chef de l'État, donc de corriger les dysfonctionnements dont tout le monde parle. Vous lisez plein de rapports de ces 10 dernières années, vous allez voir tout ce qui a été reproché à la décentralisation territoriale. Le transfert des pratiques d'État, de l'État central vers les collectivités territoriales, vers les collectivités locales, le personnel inadapté, la mauvaise gestion des ressources, l'insuffisance dans la mise en œuvre des politiques de développement local, l'absence de collaboration franche entre le maire et le personnel, le problème de tutelle, il y a assez la mauvaise gestion, je dis, donc il y a assez de limites pour qu'on puisse repenser un peu à redistribuer les rôles, quitte à permettre à chacun de jouer sa partition dans son rayon. Et donc je pense que là également, le gouvernement a vu juste, et il faut bien que les députés essayent peut-être de rentrer dans le test, de travailler pour équilibrer les pouvoirs, pour faire en sorte que, effectivement, ce qu'on a envie de régler. Il ne s'agira pas de retourner à l'État central, ce qui relève des collectivités locales. Notre constitution a dit que les collectivités territoriales s'administrent par des conseils élus. C'est clair, c'est net. Donc la décentralisation existe et le maire est le répondant de cette dynamique. Et après, le maire n'est pas nécessairement gestionnaire. Et donc, il définit sa politique. Et dans le cadre de ses attributions propres, il instruit le secrétaire exécutif. Ça a été dit. Je pense que c'est nouveau et heureusement que à un test lapidaire, il y a eu une réaction tout autant aussi bien disons étayée, qui montre que la dynamique actuelle, elle est partagée au-delà de l'exécutif, elle est partagée par en tout cas tous ceux qui sont parties prenantes de la décentralisation. Oui, et les députés aussi doivent certainement comprendre, François Xavier, nous montre qu'il s'agit du développement local, l'économie locale, on doit mettre un accent sur ça. Et donc, les réformes
conduisent à tout cela, puisque nous souhaitons tous, béninois que nous sommes, que les choses au bas niveau, au niveau de l'administration territoriale soient revues. Oui, de toute façon, ils ne sont pas étrangers aux tests, puisqu'il y a eu concertation autour de ces tests, concertation, échange. Donc, je pense que les députés ont eu, la majorité a eu le temps de s'imprégner de ce test, et quitte à eux maintenant de faire... Surtout qu'ils ont, la plupart d'entre eux ont eu à oui, voilà. Donc, on verra bien s'il y a débat autour, de quelle teneur seront ces débats-là. On verra bien quelles sont les propositions ou les modifications qu'ils auront à mettre sur la table. Mais on sait déjà qu'on peut se féliciter d'avoir gagné un peu de temps, parce que ils ont eu déjà une bonne partie des réponses à leurs questions, potentiellement une bonne partie des réponses à leurs questions, parce qu'il y a eu échange avec ceux qui ont mis, en tout cas le gouvernement qui a mis ce projet sur la table. Ils ont eu certainement le retour d'expérience. En tout cas, la NCB avait fait entendre qu'ils feront quelques propositions aussi dans ce sens. Donc, gageons que les députés aient recueilli toutes ces remarques et toutes ces propositions, et que le test au final s'en trouvera conforté. Conformé. Et entre autres, oui, allez-y. Il faut saluer un peu la démarche participative. Je pense que ça, on ne le dira jamais assez, parce que même les autres réformes politiques qui ont été faites en 2018-2019 ont participé à cette démarche participative. Vous savez, le chef d'État, la mission a eu lieu, l'étude a eu lieu, les options ont été faites, et le chef d'État a rencontré les maires. On leur a exposé, et ils ont exprimé leur désirata. Avant, c'est des projets qui se retrouvent au Parlement. Et de là-bas, les commissions concernées n'ont pas toujours le temps d'écouter les parties prenantes qui eux-mêmes ne connaissent même pas le contenu. Aujourd'hui, on peut se satisfaire que déjà on est exposé déjà à la nouvelle dynamique aux parties prenantes qui savent déjà à quoi s'en tenir, et ils peuvent, François avait parlé tantôt donc de l'ANCB, ils peuvent déjà penser, réfléchir, compléter, améliorer, suggérer, et donc enrichir le document pour son opérationnalisation immédiate dès le vote, c'est la publication. Donc, je pense qu'il faut saluer cette démarche participative et vraiment souhaiter que les députés aillent plus loin, voir clair, et écoutent sans doute la NCB et essayent donc de faire ce qu'il doit faire pour que le test devienne réellement opérationnel, surtout produise rapidement les effets attendus et escomptés. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes le consultant politique, et c'est avec vous. Nous avons évoqué ces deux lois transmises à l'Assemblée nationale pour examen et vote par le gouvernement. C'était aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci de nous avoir suivis.